fucking demands. Attends, tu peux mettre sur pause là 2 secondes? La série s'appelle Midnight Creatures. Ok, alors j'ai une théorie. Quand on voit Midnight Creatures comme ça écrit pour la première fois à l'écran, genre en rouge, un peu dégoulinant, on se dit, ça désigne forcément l'espèce de créature dans le noir là qu'ils ont pas montré parce qu'ils avaient pas le budget, que le personnage combat la nuit. Mais je pense que non. Je pense que c'est une sorte de leurre. Midnight Creatures, ça désigne absolument pas les créatures moches qu'il combat la nuit. C'est-à-dire? Bah, d'après ce que j'ai vu, le personnage principal vit la nuit. Donc du coup, lui aussi, il sort à minuit. Donc du coup, la Midnight Creatures, c'est pas forcément les créatures qui combat, ça peut aussi être lui. Parce que bon, aux yeux des gens normaux, eh ben, il y a aussi le fait... Ouais, mais le titre il est au pluriel. De quoi? Le titre c'est Midnight Creatures. Et pas Midnight Creature. Donc ta théorie elle tient pas. Bah, je sais pas, les Midnight Creatures, ça peut très bien être lui, la ville... La ville? Ouais, la ville, genre la ville, la façon dont elle est filmée, et comment genre elle est dans le... On dirait... C'est un personnage. Donc toi tu regardes 5 minutes du premier épisode et tu fais déjà des théories dessus. Ah bah c'est vrai que toi c'est la 15e fois que tu vois la série, donc j'imagine que t'as une meilleure théorie. Alors non, c'est que la 3e fois que je la regarde parce que je me prépare pour la saison 5. Ah putain, mais ils ont fait 5 saisons quoi. En fait, je pense que les Midnight Creatures sont métaphoriques. C'est comme si c'était les démons du personnage, ses peurs et ses angoisses. Et c'est pour ça qu'il sort la nuit et qu'il les combat en fait. C'est comme s'il était seul avec lui-même. Ouais, bah ça changerait en fait, la série elle est naze. Moi je refuse de regarder ça. Yes, yes, of course. Putain, mais il est partout ce mec, c'est pas possible. En même temps, il a gagné un Emmy pour sa performance. Ok, vous m'avez saoulé, je vous emmerde et je retourne faire mon ménage. En même temps, c'est toi qui t'es arrêté pour regarder la série, hein? T'as pas autre chose à faire que de regarder ça? T'as pas des parties à réviser? Ça va, j'ai le temps. Puis t'as pas tes trucs à faire dans la cuisine, toi? Ça fait presque 2 mois que t'as rien fait. Faudrait que je m'y remette, ouais. Mais... J'ai pas trop d'inspiration en ce moment, j'ai un peu de mal à trouver un sujet. Ah bah justement, en parlant de ça, j'ai téléchargé un jeu il y a pas longtemps et il m'a l'air Non. pas trop. Et pourquoi? Bah, parce que... Bon, ok, faut que j'y aille. Encore? Mais t'es chiant, tu fais ça tous les 2 jours. Tu vas où? Je vais quelque part, je suis en train de chercher quelque chose. Toi, tu restes ici, je reviens. Donc en fait... Salut, je suis rentré. Attends. Comment t'as fait ça? Comment j'ai fait quoi? Bah, je t'ai vu rentrer il y a 20 secondes dans l'appartement et... Tu t'es changé? Ouais, c'est parce que j'avais un peu froid là où j'étais. Attends, mais t'es parti 1 minute grand max. Qu'est-ce que t'as eu le temps de faire en 1 minute? Ah bah, plein de trucs. Genre ça. Oh putain, mais comment tu t'es fait ça? Et j'ai même pas trouvé ce que je cherchais en plus. Et j'ai perdu ma montre. Mais... Tu vas bien? Ouais, mais c'est juste une égratignure en vrai. Puis en plus, la casserole était pas chère. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est vrai, et puis les pamplemousses sont super amers. C'est quoi ce bruit? Apporte-moi une chèvre, s'il te plaît. Je suis pas sûre que tu sois super bien. Hein. Eh, j'ai dit que ça allait, ok?
Ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis fait attaquer. Je t'ai fait un bandage avec ce que j'avais, mais je pense qu'il faudrait qu'on aille à l'hôpital, ça m'a l'air plutôt grave. Ah, je crois que t'as raison. Non. Je crois que t'as raison pour la chronique, je vais prendre ton jeu. Quoi? Mais attends, tu vas pas rester dans cet état? T'es blessé, il faudrait qu'on aille à l'hôpital, ça peut être grave. Et en plus, tu vas pas te mettre devant la cuisine. Bah l'ordinateur et l'écran sont sur le bureau. Tu vas quand même pas faire semblant de jouer. Oh! J'ai une meilleure idée. Lance le générique, toi. Je lance le quoi? Check it out, yeah. From the moment we met, I was breathless. Festus breathless either. Always when you least expect it, stumbled across Rapunzel, the Libra. Mais attends, pourquoi on s'est pas juste mis devant la télé? Bah, parce que ça aurait été grave moins drôle. Attends, tu croyais que j'allais m'asseoir en arrière-plan par terre? Bah attends, je suis pas juste un objet du décor, hein. Si tu joues, je joue. Bon, d'accord. Qu'est-ce que la réflexivité? La réflexivité, aussi appelée métadiscursivité, mise en abîme ou discours réflexif, ok donc apparemment tout le monde appelle ça comme il veut, donc moi je vais appeler ça la pathopestoterie, est une notion théorique qui nous vient de la littérature. Donc je vous préviens tout de suite, c'est une notion qui est assez difficile à expliquer et à assimiler, donc accrochez-vous bien, c'est parti. Alors ça n'a rien à voir. Pour bien comprendre la notion de réflexivité, il faut partir des deux définitions possibles du terme de réflexion. La réflexion peut en effet être l'image que va renvoyer un objet dans un miroir, sa forme, la réflexion qu'il va avoir, mais aussi l'action d'émettre une pensée sur quelque chose, de réfléchir à quelque chose, d'avoir donc une réflexion. La réflexivité est en fait l'alliance de ces deux définitions, c'est l'action de porter un commentaire, de réfléchir sur la forme spécifique d'un objet et sa construction. Bon, en vrai c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais on va y venir. Pour vraiment comprendre le principe de la réflexivité, prenons cet auteur extrêmement sympathique qui est Raymond Queneau. Les Huns préparaient des steaks tartares, le Gaulois fumait une gitane, les Romains dessinaient des Grecs, les Sarrasins fauchaient de l'avoine, les Francs cherchaient des sols et les Alains regardaient 5 Cossettes. Les Normands buvaient du calva. Tant d'histoires pour quelques calembours et quelques anachronismes, je trouve cela misérable. La dernière phrase de cette citation est en fait un commentaire fait par un personnage présent dans l'histoire. Sauf que ce commentaire n'est pas un commentaire que le personnage fait sur ce qu'il peut voir, sur le monde fictionnel dans lequel il évolue. C'est un commentaire qui est fait sur quelque chose qui normalement est invisible pour le personnage, c'est-à-dire le livre en tant qu'objet, en tant que média et surtout le style de l'auteur et les mots qui sont écrits dans ce livre. Le personnage n'est pas censé savoir qu'il évolue dans un livre. On se retrouve donc face à une œuvre qui se regarde fonctionner et qui crée une sorte de commentaire sur elle-même et sur sa construction. On retrouve plus ou moins le même procédé dans Scream pour parler de quelque chose de plus récent et de plus connu, dans lequel les personnages vont tenter d'échapper aux tueurs auxquels ils font face en établissant une liste de choses à ne pas faire si l'on veut survivre dans un film d'horreur. Never, ever, under any circumstances say, I'll be right back. Because you won't be back. I'll be right back. Ici, les personnages ne savent pas qu'ils évoluent dans un film d'horreur, mais tout le film va produire un commentaire réflexif sur les codes du cinéma d'horreur, et plus encore sur les codes du slasher, qui est un sous-genre du cinéma d'horreur extrêmement codifié. Dans le même style, je vous recommande La cabane dans les bois de Drew Goddard avec Chris Hemsworth, un film sur les films d'horreur et sur la façon dont il... Tiens, c'est quoi ça? Oui, donc... La réflexivité se base avant tout sur le fait que le récepteur va avoir des attentes en fonction du genre ou du média qu'il exploite. La réflexivité va alors se jouer de ses attentes en exagérant ou en parodiant au maximum les codes qu'elle exploite. Et là je trouve qu'il y a un souci, c'est que le récepteur est mis au centre de la réflexivité et pourtant il en est juste témoin. La plupart du temps la réflexivité se fait sur les choses qui se passent à l'intérieur de l'œuvre et pas sur le média en lui-même. La littérature a bien essayé de fournir des objets sur lesquels l'interaction du récepteur serait prise en compte, comme les livres dont vous êtes le héros, mais là encore une fois ce que fait le récepteur va être pris en compte au sein de l'histoire dans l'objet et non par l'objet en lui-même. Ah, si seulement ça existait, une sorte de média qui prendrait en compte l'interaction du spectateur. Je sais pas, quelque chose avec lequel on pourrait interagir via une sorte de manette et qui proposerait un discours sur ce qu'on fait. Hein, je sais pas, si seulement quelqu'un l'avait inventé, ce média fabuleux. Donc le jeu vidéo est un média qui apparaît à la fin des... Attends, tu vas vraiment expliquer jeu vidéo? Je suis blessé, ok, je fais ce que je veux. Donc le jeu vidéo est un médium qui apparaît dans les années 70 et qui va notamment se démocratiser avec l'arrivée sur le marché de Pong, le premier jeu vidéo à rencontrer un énorme succès populaire.
Les premiers jeux vidéo qui apparaissent sur le marché ont une durée de vie relativement limitée et proposent plutôt une expérience de jeu ludique de quelques minutes plutôt qu'une réelle histoire avec un contenu narratif fort. En fait, il faudra attendre l'arrivée des consoles de salon pour que les jeux vidéo commencent vraiment à avoir un traitement de plus en plus narratif de leur contenu. Le traitement des jeux vidéo va alors changer, allant même jusqu'à réduire énormément le gameplay et l'interaction du joueur sur son environnement pour privilégier un contenu narratif fort et une réelle expérience pour le joueur. C'est notamment le cas de Gone Home ou de Dear Esther, deux excellents jeux narratifs que je vous recommande mais de tout cœur. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là qu'apparaît le jeu vidéo V Stanley Parable. Attention, top! J'ai fini mon intro. Hey, tu as aimé cette introduction? Alors n'hésite pas à lâcher ton pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour plus de contenu. Tu peux aussi partager la... Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Bref, V Stanley Parable est un jeu sorti en 2011 et développé par le studio Galactic Café. Le jeu étant au départ un mode de jeu pour Half-Life. Et sincèrement, vous savez le nombre de jeux qui sont des modes pour Half-Life? Ok, Chivalry, Garry's Mod, Counter-Strike, Dear Esther, Cry of Fear, Fistful of Frag, No More Room in Hell, Gunman Chronicles, Insurgency, Nuclear Down et enfin V Stanley Parable. Le jeu est à la première personne et raconte l'histoire de Stanley, un employé de bureau qui s'aperçoit un beau jour que tous ses collègues ont mystérieusement disparu sans laisser de traces. Il faut savoir qu'on ne verra absolument aucune figure humaine durant tout le jeu, ce qui fait que je ne pourrai pas faire de blagues sur des acteurs random et sur les films dans lesquels ils ont joué avant. Un commentaire, Angela? Ok, merci. Le concept du jeu repose sur un constat des développeurs. Chaque décision que le joueur doit prendre dans un jeu vidéo s'appuie toujours sur une certaine logique. Par exemple, dans un RPG, ce sera comment je dois m'y prendre pour avoir un bon équipement ou beaucoup d'argent. Ça peut être le choix d'accepter ou de refuser une quête avec cette logique à l'esprit. Partant de ce constat relativement simple, les développeurs vont alors se demander: mais que se passerait-il si le joueur était mis face à un choix sans aucun contexte et dont il ignore totalement toutes les conséquences? Et c'est tout, voilà, j'ai pas plus à dire sur le jeu. Bon, ok, c'est Angela qui a eu l'idée du jeu vidéo, voilà. Donc après un écran titre qui casse totalement ton cerveau, on a droit à une petite cinématique où on nous explique que tel Robert Parr dans son tout petit bureau, Stanley est un employé dans une grande entreprise, son travail consistant à appuyer sur les boutons de son clavier en suivant les consignes sur son écran. Sauf que voilà, un beau jour, plus aucun ordre n'arrive et il se retrouve à errer seul dans les bureaux à la recherche de ses collègues disparus mystérieusement. A savoir que toute votre progression dans le jeu sera accompagnée par un narrateur à l'accent british fort appréciable et à l'humour piquant rappelant un peu GLaDOS qui commentera absolument tout ce que vous faites. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference. Bref, après avoir erré dans de longs couloirs vides, vous arrivez enfin au passage des deux portes. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai pas envie de choisir? Qu'est-ce qui se passe si, juste pour emmerder le jeu, je décide d'aller ni à droite ni à gauche? Stanley stood for a long time in one spot. It's part of a game. He likes to see how long he can go without dying. So far, he's doing excellent. And if he just stays right where he is, I'm sure he'll keep up that good momentum. Let's observe the genius at work. Le jeu était niqué. T'as pas des partiels révisés, toi? À ce moment-là, le jeu vous place donc devant votre premier choix. Une porte à gauche, une porte à droite. À vous de choisir où vous voulez aller, malgré le fait que le narrateur vous dise explicitement d'aller à gauche. Ok, on va à droite. Bah, pourquoi on va pas à gauche? Parce que c'est chiant la gauche, là où le jeu il nous dit d'aller. Bah oui, mais pourquoi on suit pas le jeu? Bah parce que je sais pas, je vais voir qu'est-ce qu'il y a en dehors du jeu, j'ai pas envie d'aller là où le jeu il nous dit d'aller. Mais oui, mais c'est cool la gauche. Le spectateur resta un long moment immobile sans cliquer nulle part sur l'écran de choix. Il voulait voir combien de temps il pouvait rester à ne rien choisir devant la vidéo, au cas où il y aurait une sorte de vidéo cachée après cette vidéo.